La chaleur de Noël. Salut à tous. Alors, j'ai eu l'occasion récemment de pouvoir trade mon Chab V2. Parce que je me suis dit, voilà, je l'aime bien le couteau, mais je pourrais quand même tester d'autres trucs. J'ai eu l'occasion du coup d'avoir celui-là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Bally Plus Chab V4. Donc il a truc en plus. Maintenant c'est gravé. Le Squad Industries, c'est plus un petit truc au laser ou je sais pas c'était fait à quoi en noir. Par rapport au V1 que j'avais pas fait une vidéo express. Si, j'avais fait une vidéo express de celui-là, c'est plus de le follow-up sur le V2 que j'avais pas fait parce que j'avais acheté un V2 et je l'ai revendu direct. Ce qui était vraiment nul. Ils ont fait des stries, des traits, je sais pas comment ça s'appelle. Je trouve c'est très mal fait, mais ouais. Ils ont fait un truc avec des traits ici. Ça apporte de la texture, il y en a ici aussi. Je sais pas si ça s'entend. Ils ont un peu arrondi les manches. Ils ont fait un pattern en diamant entre les deux manches aussi. Enfin, entre les deux... je sais pas comment on pourrait appeler ça, les slabs. Je sais pas, les deux pièces en tout cas. Toujours en structure sandwich, pardon. Bushings, hardware en... pas en titane, mais en stainless steel bleuté. T10. Toujours washer en bronze ou en laiton. Par rapport à la couleur, on dirait que c'est du laiton. Je sais pas si c'est du bronze. Et il y a un système de poids aussi. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, le sandwich et tout, allez voir la vidéo sur le V1. J'explique tout ça en détail. Ce sera plus simple. Et si je fais la vidéo, c'est parce que déjà je veux vous le présenter. Et aussi je veux avertir les gens par rapport à ce couteau. Parce qu'elle était hyper hypée de partout. Partout, les gens ils étaient en mode waouh, ils ont fait une V4, il est trop beau, il est pareil, il fait un son de ouf. Pas du tout. Pas du tout. On va dire les choses tout de suite. Moi je suis déçu de ce couteau. Vraiment. Hein. Je m'attendais à beaucoup mieux. C'est un Live Blade, donc c'est super. Maintenant il y a la lame qui représente vraiment la lame de Squid, apparemment aux bonnes dimensions et tout. Le hardware il est compatible avec l'original. Du coup ça reste un truc qui vient si on veut vraiment avoir peut-être un meilleur son, meilleur tuning, etc. Mais en réalité, j'ai un peu l'impression d'avoir un V1 qui a été peaufiné, mais qui n'a pas été fini. C'est un peu bizarre à dire comme ça. Je vais expliquer tout au long de la vidéo pourquoi en fait je suis déçu, pourquoi je trouve que même j'ai vu des prix à 130 € pour le couteau, on peut l'avoir moins cher avec les réducs et tout, mais même à 110 balles, je sais pas. Moi je suis vraiment pas convaincu par ce couteau. Et on va aborder ça point par point. Déjà, je vais vous parler un peu des matériaux, qui sont pas le point, on va dire le problème en fait dans le couteau, mais bon, faut déjà savoir ce qu'on a. Donc, couteau en manche TC4, titane grade 4 du coup, toujours, avec des clones. Une lame en VG10, j'ai vu ça sur le site de BBKS Balisong. Je sais pas ce que ça change vraiment par rapport au D2, par rapport aux autres. Mais le mien, il a des petits... Je sais même pas comment je pourrais dire ça. On dirait un début de formation de rouille, mais c'est pas de la rouille, c'est des traces, des trucs ici à l'intérieur, un petit peu noirâtres. On dirait même plus un défaut qu'autre chose. J'ai essayé de le laver au savon en frottant bien et tout, ça part pas. Donc je sais pas ce que c'est. Comme je disais, du coup, le hardware, c'est du T10, c'est en stainless steel, bushings classique et washer en laiton ou en bronze. Ça, j'ai pas d'infos. Je vais revérifier vite fait. Traditional bushing, ouais, il n'y a pas. Le poids, c'est à peu près 120 grammes. Je crois plus trop maintenant aux poids qui sont affichés. À chaque fois, il y a des différences. Et quand on ouvre la boîte, donc ça a été ajouté par la personne qui me l'a échangé. D'ailleurs, merci à toi, hein, tu te reconnaîtras. Merci beaucoup pour le couteau. Il y a du hardware supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, il y a du Loctite. Il n'y a pas de lubrifiant. J'aurais préféré l'inverse, mais bon... la logique chez les créateurs de clones, je vais pas essayer de la comprendre. 2 vis, 2 pivots, 2 bushings en plus, 4 washers et 6 petits pins de poids qui sont ici, qu'il n'y a pas dans le couteau. Maintenant, le truc intéressant, c'est qu'il y a 6 pins pour rajouter du poids, mais l'équilibre du couteau est porté sur les manches. Pourquoi? Je sais pas. L'original, apparemment, quand on enlève tous les poids avec la lame, c'est un poil sur la lame. Donc porter le poids sur la lame, ça veut dire qu'elle aura plus de facilité à faire du fanning
et moins à faire des rollovers par exemple. Ce qui fait que sur ce modèle-là, c'est très bizarre, mais en gros, quand je commence mon Behind the 8 Ball, je crois, faut pas me croire sur les noms des tricks, hein, je me trompe tout le temps, parce que j'ai vraiment la flemme de retenir. Mais en gros, quand je balance mes doigts comme ça, j'arrive pas ici, en fait, j'arrive toujours plus loin. C'est une caractéristique qui est assez courante sur des couteaux qui sont plus portés sur la lame. Et celui-là, il est porté sur les manches, donc c'est très bizarre, et je vais en parler aussi plus tard. Mais ouais, c'est porté sur les manches de base, il n'y a pas de poids ici, il y a 0 poids dedans. Ce qui fait qu'en fait, bah, ça va forcer vraiment le poids à rester sur les manches, et ça va dégrader, on va dire, l'apport que rajoute la lame. Un choix, je dirais pas judicieux, mais on va dire que ça casse l'intérêt d'avoir des poids sur le couteau, parce que, bah ok, si on aime bien le poids sur les manches, c'est très bien. On peut jouer avec plusieurs poids et décider ce qu'on veut faire. Si on préfère du neutre ou des trucs portés sur la lame, bah on est obligé de rester avec un couteau qui est porté sur les manches. Voilà, c'est comme ça. Ça, du coup, c'était un des premiers points négatifs. Je l'ai abordé comme ça. J'ai pas voulu vraiment faire positif, négatif séparément ou quoi. Mais voilà, ça c'est à noter. Le tuning sur ce couteau est très bizarre. J'ai eu des manches, j'ai eu des bushings qui sont oversize sur les manches et sur la lame. Donc en gros, les bushings font que quand ça serre, ça écarte un peu ici. Donc, ça veut dire que c'est vraiment trop gros. En fait, ça sert de manière pas totalement bloquée. Et j'ai eu aussi des bushings qui sont oversize sur la lame uniquement, avec les manches qui ferment bien, voilà, comme ça. Et qui bind. Ça bind, je sais pas pourquoi. Celui-là, il a les manches qui sont vachement... qui ont vachement de play, je trouve, par rapport à mes habitudes. Mais en vrai, c'est un play très acceptable. C'est même très bien pour certains, c'est exactement ce qu'ils veulent. Il n'a pas de tape. Il n'y a pas de lock-it. Il y en a dans la boîte, mais j'en ai pas mis dans les vis parce que bah il n'y a pas besoin. Une fois que c'est serré, ça bouge pas. C'est très bien ça par contre. Sauf que c'était déjà le cas sur le Bally Plus V1. Du coup, c'est pas vraiment une amélioration ici. C'est juste qu'ils l'ont passé en T10. Je me rappelle plus si les anciens, les premiers, c'était en T10. Je crois pas. Il me semble qu'ils étaient en T8. Mais voilà. Et bah vraiment à tuner, c'est trop bizarre parce que j'ai changé des washers. C'est devenu oversize d'un coup. Et ça bindait pas. Et en mettant d'autres washers, c'était sans tape. Il y avait beaucoup moins de jeu et ça bindait. C'est très bizarre. Vraiment très très bizarre. J'aurais peut-être une explication de pourquoi ça fait ça, mais je suis encore en train de me renseigner sur les tenants et contenants, on va dire, de spécificité de faire du tuning sur des couteaux papillons. C'est assez bizarre aussi, encore une fois. J'arrête pas de dire bizarre, dit comme ça, mais bon, ça c'est des habitudes que j'ai. Je suis désolé. Mais il y a plus que ce que je pensais en fait, à savoir que poncer droit, plus ou moins, et arriver à un moment où il y a presque plus de jeu, c'est ce qu'il faut faire. Du coup, je suis encore en train je suis en contact avec quelqu'un qui est en train de m'expliquer des trucs. Et en fonction de ça, je pourrais peut-être même, je sais pas, en faire une vidéo et tout pour donner des conseils pour mieux tuner ces couteaux, pour arriver plus facilement à un point où il y a quasiment pas de jeu, voire pas du tout, et d'arriver à bien faire en sorte que ça baigne pas. Et d'ailleurs, j'ai un autre couteau que je pourrais présenter, mais je vais pas le montrer tout de suite, je vais en faire une autre vidéo. Qui est même pas en stainless steel au niveau des washers, mais qui a 0 play, genre ça ne bouge pas du tout. Et pourtant c'est en bronze, les washers sont en bronze. Donc ouais, ça c'est à méditer. Enfin quand j'aurai plus d'infos quoi. Maintenant sur ce couteau. Pourquoi moi je l'aime pas perso et pourquoi je pense que c'est un problème par rapport à tous les autres couteaux qui existent. Pourquoi en fait il faudrait pas se précipiter dessus par rapport à la hype. Il faudrait vraiment prendre son temps et jauger le pour et le contre. C'est parce que ce couteau est bizarre dans le sens où il n'arrête pas d'essayer de se barrer de mes mains. Je suis désolé, je suis un peu direct. J'aurais pu dire, voilà, il est un peu étrange, il essaye... Enfin, il essaye. L'équilibre fait que le couteau ne se maintient pas très bien en fonction des figures qu'on fait. Les Chaplin, spécialement, c'est là où moi j'ai ce souci-là. J'ai la sensation que le couteau, plutôt que d'être accroché, de tourner, en fait, il fait des mouvements à l'intérieur comme ça et je me bats avec mon avant-bras pour le maintenir vraiment bien au milieu plutôt qu'il bouge autour. Et c'est exactement ce qui se passe quand on fait des rollovers, genre. Le couteau arrête pas de se barrer. Là, je l'ai attrapé comme ça, j'ai pas fait exprès. D'habitude, j'essaie de vraiment le maintenir en plein milieu. Et celui-là, il veut pas du tout. Et en fait, ça fait que tout ce que je fais dessus... Évidemment, encore une fois, je suis très loin d'être le meilleur flipper.
Ça fait 3 ans que je fais du couteau papillon et pourtant mon niveau a pas énormément augmenté. C'est parce que au bout d'un moment, j'en avais plus rien à faire en fait d'apprendre des tricks. J'étais content avec ce que je faisais, là où il y avait d'autres personnes qui s'amélioraient. Mais j'ai limite, je dirais, du coup assez de recul pour pouvoir un peu en parler. Et je pense que faire un couteau comme ça, avec cet équilibre-là, c'est un gros problème. Vraiment, c'est un très gros problème. Parce qu'on arrive à un moment où on a atteint une sorte de sommet, un pic, avec le tsunami de The One, où on avait vraiment une qualité de flipping qui était exceptionnelle, je trouvais. Et après, c'est le tuning et le hardware qui a tout fait foirer, je trouve. Mais en fait, quand je flippe ce couteau-là, je suis vraiment déçu parce qu'il y a plein de choses qui me vont pas. Mais au-delà du fait que ça me va pas, je trouve pas normal en fait que ça fait ça. Alors que le tsunami, il y a maintenant des choses qui me vont pas du tout. Pourtant, ce couteau, je pourrais, s'il n'y avait pas ce hardware-là en floating washer, je le recommanderais encore aujourd'hui. Peu importe le prix, je pense qu'on peut le trouver même à 90-95 €, le The One. Alors que le Bali Plus, il est hors stock maintenant et il était listé à 125 € le moins cher que j'ai vu. Avec des réduits qui passent à 120, peut-être 115 au minimum. Mais ça va pas beaucoup en dessous et pour l'instant, il est plus dispo. Il est assez différent, le hardware est pas le même, la construction est différente parce que celui-là, il est beaucoup plus agressif. Les finitions sont pas les mêmes, les anodisations qu'on peut avoir sont pas les mêmes. Sauf si on prend l'anodisation custom sur un modèle qui est totalement non anodisé, pardon. Parce que maintenant j'ai vu, je crois que même Kotlin le fait. Et je recommanderais pas Kotlin en vrai parce que avec le chap j'ai eu des soucis moi perso. Le couteau il avait beaucoup de problèmes, j'ai réussi à corriger tant bien que mal les choses. Mais j'avais quand même des soucis au niveau de la fabrication, genre au niveau des manches. Il y avait un côté ici, c'était même pas adouci. Il y a un procédé qui permet avec des pierres, des morceaux de céramique et tout, de, on va dire, cogner avec un liquide. Je crois que c'est de l'eau distillée, mais je suis pas sûr. En fait, la surface, et ça fait que tous les markings, tout le marquage qu'il y a au moment où ça a été construit avec les machines, donc par exemple quand ça perce, quand ça crée des trucs droits et tout, il y a toujours des marques en fait dessus. Donc là, ça c'est un autre truc qui est volontaire, donc ça fait des traits ici. Mais la partie lisse, c'est pas juste une pièce qui de base est lisse et là qui a été travaillée. Des fois, elle est coupée vraiment pour être à la bonne taille. Je pense que c'est le cas sur celui-là. Et du coup, il y a ce procédé-là qui permet de vraiment tout adoucir. Et sur mon chab, il y avait un manche sur toute la partie extérieure, donc pas intérieure, toute la partie extérieure. Il y avait des traits, comme ça. Genre, il y avait des trucs comme ça, mais à l'extérieur. Genre, et ça se voyait que c'était pas volontaire. Et bah voilà, c'est pour ça que moi je recommanderais pas Kotlin. Ça c'est une petite parenthèse que je fais. Je ferme tout de suite la parenthèse, je reviens au couteau. On peut anodiser maintenant chez, je crois BBKS le fait aussi, faudrait que je regarde. Mais maintenant il y a des fabricants, enfin des revendeurs pardon, qui font l'anodisation directement avant la vente. Donc je pense que eux, ils ont compris que vu qu'ils commandent des couteaux en fonction des achats et qu'ils n'ont pas des stocks réellement, ou alors ils ont des stocks mais ils en prennent pas beaucoup, ou en fait je sais pas forcément comment ils font, ça c'est juste de la supposition. Mais ils ont la capacité maintenant d'anodiser en fonction de toutes les couleurs qu'ils peuvent faire. Des couteaux en fait qui n'ont pas d'anodisation de base. Genre. Du coup ça c'est un truc custom qui vient avec la vente. Donc c'est pas un truc qui a été acheté pour être anodisé comme ça. Mais en fonction des possibilités, on peut avoir les couleurs qu'on veut. Ça c'est super. Et le mieux c'est d'avoir un couteau glossy, bien poncé, bien poli, pardon. Pas seulement poncé, c'est juste voilà pour bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de morceaux, par exemple là, que ce soit coupant, tout ça. Mais oui, c'est le polissage qui rend brillant, qui donne la clarté et le reflet. Et du coup, bah, si c'est déjà anodisé, c'est pas possible. Du coup, ils prennent un modèle, je pense, qui est totalement glossy et pas satin. Ça, c'est le modèle satiné, avec les manches qui sont un peu mat, grisées. Et moi, j'ai des défauts aussi, en plus, sur celui-là de fabrication. Il y a des traits où je vois que c'est ce qu'il y avait en dessous, en fait. C'est comme si ça a été gratté après. Bref, c'est un truc qui est pas bien. Des deux côtés, ça fait ça. Et du coup, bah, c'est bien parce que ça rajoute de la plus-value. Mais ce que je voulais dire à la base, je l'ai totalement oublié en fait. Du coup, je vais continuer. C'est que on était à un moment où on a réussi à faire des couteaux de qualité en termes de flipping, qui ont vraiment quelque chose à apporter, qui est des fois même mieux que des originaux. Je parle pas de l'original versus le clone, je parle plus de clone versus des originaux de manière générale. Et même pour le prix, bah ça revient beaucoup mieux d'avoir un truc cloné qui fonctionne bien et qui est anodisé et qui est bien tuné, plutôt que d'avoir des originaux qui ont des problèmes qui sont pas forcément des mêmes matériaux, mais quand même, à noter.
Donc on avait le The One Nami. Après il y a eu l'Orca V2. Il y avait quoi d'autre qui était bien apparemment. Il y avait pas mal de couteaux qui sont sortis récemment. Je sais pas s'ils topaient autant les Arm Shark, Tsunami et tout. Mais je sais par exemple que le Tsunami, maintenant en ayant testé celui-là, bah, c'est très similaire en termes de flipping. Malgré que c'est une lame d'entraînement qu'il y avait de base. Il y a juste plus de poids sur la lame, quoi. Mais sinon, ça reste relativement la même chose en termes d'expérience. Et je trouve que c'est ça le problème. C'est qu'on arrive à un moment où les gens sont en train de priser. Ils disent que certains couteaux sont ouf, alors qu'ils ont rien de spécial, en fait, en plus-value, si ce n'est que l'apparence et apparemment que ça flippe quasiment comme le vrai. Ça, je vais le dire tout de suite. Si le vrai flippe comme celui-là, c'est de la merde. Faut pas acheter même à 300 balles. J'ai vu, il y a des traîneurs qui vont à 300, 350. La lame, comme ça, je pense qu'il n'y a pas en dessous de 400. Je peux dire des conneries, je ne l'ai pas vu. Donc ne me taguez pas là-dessus. Mais si c'est ça l'expérience d'un vrai Tsunami, il ne faut pas l'acheter. Si c'est ça l'expérience ultime des clones, pour vous, je pense que vous ratez quelque chose vraiment. Parce qu'il y a beaucoup d'autres clones qui sont bien, qui flippent même mieux que ça. Je veux dire qu'ils sont plus consistants, pas forcément qu'ils flippent mieux en termes de flipping sur toutes les figures, parce que ça reste quand même contrôlable. On va pas se mentir, c'est pas une catastrophe, j'arrive très bien à faire mes figures dessus, c'est juste que, en fait, j'arrive à un moment où j'ai envie d'avoir une certaine qualité, d'être sûr que c'est pas moi qui rate les figures, mais que c'est... Enfin, pardon, que c'est pas le couteau qui rate les figures, mais que c'est moi qui ai fait une erreur. Et en fait, avec ce genre de couteau, j'arrête pas de faire des erreurs. Et dès que j'en prends un autre, ça va très bien. Et c'est pas l'équilibre qui fait ça. C'est pas parce que c'est porté sur les manches et que moi là-bas je préfère des couteaux qui sont portés sur la lame. Parce que je pourrais parler d'autres couteaux. J'ai ressorti tout à l'heure le Hammer Chab. Hammer Chab qui est porté... je crois que c'est un mauvais exemple. Il est neutre, voire porté sur la lame celui-là. Mais du coup, bah tiens, je vais parler d'un autre couteau que j'ai reçu. J'ai reçu avec celui-là. C'est l'Orca G10. Donc lame titane avec manche en plastique. Je vais peut-être faire une vidéo dessus. Je pense, ouais, je pourrais faire une vidéo dessus. C'est un maracas. Hein. C'est pas qu'il est mal tuné, c'est que on peut pas le tuner en fait. C'est hyper compliqué. Genre dès que je commence à me rapprocher du moment où il n'y a pas de tape, c'est mort, ça bind. J'ai pas cherché plus loin, je l'ai laissé comme ça parce que c'est du plastique et que ça abîme pas du tout en fermant. Genre il a déjà été abîmé un peu à l'utilisation. Je vois il y a des traces noires ici, de choc. J'ai vu même le plastique, il était un peu... voilà. Le tuning est pas ouf. Il y a un côté qui penche plus que l'autre quand je fais ça. Mais ça vaut 37 € avec la livraison. J'ai vu avec les réductions. J'ai plus de stabilité avec ça, alors que le premier chaplin que j'ai fait, le couteau est parti, mais il a volé à 1,50 m. Et j'ai pas compris, genre j'ai fait comme ça et fou, il est parti. Parce qu'en fait, j'ai mis un peu de force et je savais pas comment le maintenir en fait sur mes doigts. Et ouais, c'était assez impressionnant, mais même un couteau comme ça, de beaucoup moins bonne facture, moins bonne qualité, moins solide, tout ce qu'on veut, un tuning dégueulasse, bah je préférerais ça plutôt que d'avoir un Tsunami. C'est un peu choquant de dire ça comme ça. Mais je suis arrivé à un stade où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur ce que je veux, comment je flippe, etc. Comment je m'améliorerais, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que j'attends, est-ce que c'est légitime et tout. Et bah un truc instable, en fait, c'est pas possible. Même ça, si c'est un peu instable, ça reste plus contrôlable que ça. À beaucoup de moments, en fait. C'est ça qui est perturbant, c'est que j'ai l'impression que vraiment, la qualité par rapport au flipping, elle a dégraissé, elle a diminué par rapport à avant. Quand on avait un The One Chab, quand on avait un Hammer Chab, bah on flippait. Là, je l'ai repris il n'y a pas longtemps, par exemple. J'ai été très surpris par à quel point j'arrivais à bien le maîtriser au final. Alors que je disais que j'étais un peu déçu, en réalité, par rapport à l'équilibre. Mais franchement, ça va. J'avais mis trop mes préférences, en fait, en avant, en le jugeant. Mais c'est un très, très bon couteau. Tout le monde a raté un truc, en fait, en ne pas l'achetant, parce que c'est un système pinless. Donc, il n'y a pas de pin ici. Et à l'intérieur, là, il n'y a pas de zen pin, il n'y a rien. C'est même pas un hidden zen pin. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit... Bah, ça, tiens, c'est un hidden zen pin, du coup. Non, même pas. Non. Il n'y a pas un petit pin comme ça entre les manches, parce que là, ça peut être fermé, en fait. Du coup, on peut le mettre entre. Mais là, on peut pas. C'est carrément le titane. Donc, on le voit pas à cause de la luminosité. Je suis désolé, il commence déjà à faire tard. Il est 4 h et quelques. C'est n'importe quoi. Faut que je respire un peu. Le manche, en gros, le titane tape directement sur la lame, que ce soit en position ouverte ou fermée. Donc là, ça tape ici, c'est pour ça que ça fait des traces noires, d'accord? Et à l'intérieur, pareil. En fait, c'est le titane qui prend les chocs du métal.
Là, c'est un pin qui est caché, c'est-à-dire qu'en gros, il est serré ici, donc on ne le voit pas à l'extérieur, mais on peut le voir sur le côté. Et c'est lui qui empêche justement la lame de taper sur le manche. Sur celui-là, c'est le même système que le titane, donc c'est encore plus simple, parce que c'est carrément la lame en titane qui tape sur le plastique. Il n'y a pas un problème de dureté, parce que le titane ne fait pas beaucoup de dégâts, ce système est vraiment bien fait, ça abîme quasiment pas le plastique, du coup le play... Déjà, c'est assez gros, on va dire. Hein. Enfin, on va dire. Il est gros quand même, le play. Ça va. Et même s'il diminue, on s'en fout. Et bah, celui-là, vraiment, il y a très peu de gens qui l'ont acheté. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un super couteau. Il vaut même pas cher. Il vaut 90 €. Je crois encore aujourd'hui. Le seul problème, c'est le hardware. Vis M2.5 avec des pivots qui sont à 3/4 totalement plat d'un côté et tout le reste c'est arrondi, ça veut dire que c'est pas interchangeable avec d'autres trucs qui existent. On peut pas changer les bushings, on peut pas mettre des vrais washers, c'est en floating washer. Si c'est mal tuné, pardon, si c'est mal tuné, c'est mort. Ça veut dire s'il y a trop de play, si ça tape, extrêmement compliqué à faire en no-tap. Moi le The One de Nami, c'est ce qu'il avait comme souci. À un moment ça a commencé à freiner en fait, il y avait plus de... C'était plus du tout fluide en fait. Il y avait un truc qui freinait, j'ai changé le hardware, impossible à tuner. Genre, j'ai cherché même sur internet. Il y a juste un site, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas DHgate, mais c'est un truc comme ça, c'est cité aux États-Unis. Peut-être même eux, je sais pas, qui m'ont répondu. Ils m'ont dit que c'est facile, soi-disant qu'il y a une méthode et tout. J'ai pas cherché à comprendre, ça me cassait les couilles, je vous cache pas. Pardon de dire ça comme ça, mais c'est vrai, ça m'a vraiment saoulé. Et je trouve que personne devrait avoir à s'ennuyer, allez, pour rester correct, à apprendre une nouvelle méthode de tuning parce que c'est un nouveau système mais qu'il n'existe que sur ces couteaux-là et qu'il est quasiment abandonné depuis, que d'avoir un truc voilà sous bushings. Donc pour finir, le Hammer Chab, il flippait super bien. Même si j'ai quelques soucis des fois, j'ai l'impression qu'il s'en va comme celui-là. Mais en fait, juste j'ai à me concentrer et il flippe super bien. Vraiment, il flippe super bien ce couteau. L'équilibre est bien fait, sur celui-là, c'est pas bien fait. Vraiment, c'est pas forcément un truc que tout le monde va pouvoir... je suis pas en train de dire que moi, j'ai des capacités ou quoi, hein, mais c'est pas un truc que tout le monde remarquera ou que tout le monde prêtera attention. Il y a des gens peut-être qui vont l'acheter, qui l'ont acheté, qui se disent que c'est le meilleur clone, c'est un super couteau, ils ont pas de problème avec, tout ça. Mais moi, j'essaie d'être un peu sensible par rapport à ce que je fais. J'essaie de vraiment savoir de ce que je cherche et ce que je ressens. Et bah, je ressens vraiment une sorte d'instabilité. Et le tuning n'a pas aidé parce que c'était assez fastidieux à faire. Mais ouais, c'est un des gros points noirs, je trouve. C'est le côté... c'est même le point noir qui me révulse un peu sur ce couteau. C'est qu'il n'est pas du tout stable, en fait. Quand on fait des trucs, j'ai l'impression qu'il veut tout le temps partir. Et ça, c'est peu importe la figure que je fais. Genre, il y a des trucs qui tiennent très bien. Mais on va dire que sur toutes mes tricks, c'est 70%, je galère, en fait. Je galère parce qu'à des moments, je sens plus ce qui se passe. Surtout là, sur ce truc-là. Voilà, là, j'y arrive. Mais je vous garantis que, genre, jusqu'à ce que j'essaie de l'arrêter, j'ai l'impression que le couteau, il veut se barrer. Genre, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. J'arrive pas à le maîtriser. Et c'est pas un problème de skill ou je sais pas quoi. Ça, je veux bien que je suis pas le meilleur flipper. Mais à un moment, si c'est le seul couteau où ça m'arrive, alors que j'ai des couteaux qui, voilà, arrivent pas à maintenir des trucs, pas parce que le poids, là, il est vraiment bancal, c'est trop léger. Ça, c'est un truc qui fait moins de 100 grammes. Hein. Ça fait 120 grammes, je rappelle, mais ça, c'est du plastique avec des trucs en acier qui sont sur le bout. Donc, le poids est concentré. Moi, j'ai rajouté un petit truc là pour aider un peu sur le poids de la lame. Mais ça reste bancal de fou. Dès que je commence à faire des trucs un peu techniques, le couteau s'envole. Faut vraiment que je fasse gaffe. Alors que celui-là, je peux faire gaffe autant que je veux. Tout le temps, cette sensation que le couteau veut se barrer. Et ça, c'est le point noir qu'il y avait exactement sur le Bali Plus V1. Le Nami, genre, c'est un truc de fou. Quand j'ai commencé, quand je l'ai attrapé, quand j'ai commencé à le flip, premier truc que j'ai fait, c'est fanning. C'est ce que je fais tout le temps, d'accord? J'ai exactement le même problème sur le bout des manches, pardon, que sur le V1. Ça gratte, c'est abrasif, c'est bizarre. Genre, le bord, la pointe du bord, elle gratte, elle fait mal, genre. Et pourtant, c'est arrondi de partout. C'est le premier truc que j'ai ressenti, je me suis dit, ouais, non, ça va pas être cool. Genre, si ça commence comme ça, il va y avoir plein de problèmes et l'instabilité plus des soucis qu'il y avait déjà sur le V1. Ouais, c'est chaud. Et en plus, le V1 était aussi instable. C'est pour ça que les gens l'ont pas aimé. Celui-là, il est peaufiné, mais il est instable aussi.
C'est chiant de fou, c'est chiant de fou. C'est 120 balles le couteau, genre c'est pas non plus rien. À un moment, quand on achetait nos couteaux 105 €, 110 €, on gueulait déjà, on se disait, ouah, c'est cher. Bah... pourquoi? Pourquoi? Genre, déjà, je critique pas le prix, mais là, pourquoi ce couteau est aussi instable? Je comprends pas. J'ai essayé plusieurs manières de tuner, je l'ai serré, je l'ai moins serré. Ça fait exactement la même chose, peu importe comment je le tune, peu importe comment je le manipule, j'ai le même problème. Du coup, gros point noir pour ce couteau-là. En dehors de ça, bah ça reste un couteau en titane, c'est solide. Je sais pas si ça fera un bon beater du coup à cause du truc de tuning que moi j'ai eu, mais je suppose que ça peut faire un bon beater. Qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre? Bah il est beau. Franchement, il est beau. J'adore le côté, cette couleur-là, comme ça, satinée. Je préfère largement au côté brillant. J'aurais même peut-être kiffé que la lame soit noire, mais bon, vu que j'avais des soucis déjà avec une lame qui était noire sur un autre couteau et que mon Arm Shark, bah, je l'ai pas trop aimé quand il était en full black, je peux pas le confirmer à 100%. Mais ouais, voilà. Dernier petit truc que je pourrais en dire sur le hardware, par exemple, c'est un stainless steel, mais il faut faire gaffe. Ces couteaux-là, ils ont tendance à strip assez facilement. C'était pareil sur le V1, le hardware, bon, je crois que c'était du T8, du coup c'est un peu différent, mais ce hardware-là n'est pas non plus le plus solide qui existe. Donc faut faire gaffe quand on serre. Heureusement, il y a deux côtés, on a du hardware de secours, mais c'est à noter. L'équilibre bancal, le fait que les pins, bah, ils servent à rien au final pour moi. Peut-être que pour des gens, ça pourrait aider un peu plus d'avoir du poids sur les manches, mais moi, je fais beaucoup de tricks en fanning et j'en fais même d'autres maintenant. J'essaie de me concentrer un peu sur d'autres trucs. Les shaders, c'est assez solide dessus. Je crois que c'est le couteau le plus solide sur les shaders et c'est assez paradoxal parce que j'ai beaucoup de problèmes sur les chaplines et je trouve que le shader, c'est un peu un chaplin avec une étape en plus, quoi. Après, pour ce qui est du reste, les heat chokers, ça va. Même si ça reste encore un peu instable. Les ladders, ça glisse. Ça glisse tout le temps. Donc ouais, c'est pas ouf. Parce que là, il y a un jimping, mais qui sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Même ici, il n'y en a pas. J'ai l'impression que ça accroche plus parce que c'est du plastique que du titane. À comparaison, hein. Voilà. Ça accroche sa mère ici. Là, ça accroche bah, même pas de l'air. Genre, c'est de la... Je vais pas dire que c'est de la merde, mais ça accroche pas. Voilà. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bah, les rollovers, comme je disais, c'est un peu instable. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah oui, les aérioles. Les tricks en l'air. Ok. J'ai un peu de mal parce que c'est les manches fins, mais sinon, ça va. Ah oui, je l'ai pas dit, mais comme pour le V1, les manches sont fins, sont moins bloqués, sont plus arrondis. Et c'est vraiment beaucoup plus fin que d'autres manches. En tout cas, en sensation, c'est exactement ça que ça fait. Même si ici, ça a pas l'air, bah, je peux vous garantir que ça fait hyper fin. Surtout parce que c'est pas bloqué. C'est pas carré, quoi. J'essaie de pas les faire se taper. Mais ça reste quand même plus fin. Parce que c'est arrondi. Ça aurait été carré, c'est pas le cas. Mais là, c'est assez surprenant. En main, à part le côté où il y a des bords qui sont un peu tranchants, ça je peux valider, c'est vrai. Certains bords sont tranchants, à l'intérieur là on sent pas trop, mais ici ça se sent. Et les pointes ici c'est horrible. Sinon en termes d'ergonomie, donc à quel point c'est agréable à flip. Franchement ça va, ça reste du titane quoi, c'est pas non plus... c'est pas une catastrophe à ce niveau-là. Donc c'est quand même pas mal. Ça ressemble beaucoup à un tsunami, donc ça va plaire aux gens qui voulaient un tsunami. Au niveau du poids, c'est très correct, vraiment. 120 grammes, bah, y en a qui trouvent que c'est parfait. Moi, j'aime bien les trucs plus légers, mais je préfère plutôt tester le couteau et après donner mon avis. Parce que j'avais avant le Canyon, et du Canyon, c'était 130, je crois, mais je trouvais ça dégueulasse, alors que l'Alpha Beast, le Chap, pardon, il est à 140 et ça me va. Du coup, ouais, c'est relativement bien. Ça dépend de ce que vous avez avant. Si vous avez que des couteaux à 120 grammes, vous ne serez pas dépaysé. Si vous avez des couteaux plus légers, comme l'autre à moins de 100 grammes, bah, ça paraît un peu lourd. Et du coup, si vous avez des couteaux très lourds, ça va paraître trop léger, je pense. Parce que j'avais flip un peu le Chab et... ouais, ça faisait bizarre, mais ça, c'est normal. C'est un truc classique. Du coup, je pense qu'à la fin, ce que je dirais, c'est... est-ce que je recommande ce couteau? Bah, c'est pas un mauvais couteau, vraiment. C'est pas du tout un truc mauvais.
Avec, on n'a pas vraiment les trucs qu'on a avec d'autres couteaux, genre le Orion. Bah, on a un embout, c'est déjà bien. Avec ça, on a ce petit outil qui a l'air cheap de fou, on dirait de l'aluminium, genre c'est très bizarre. J'ai pas envie d'essayer de le tordre. Mais ouais, ça me paraît pas très solide. Le hardware est solide, mais faire un peu gaffe. Et du Loctite, ça, je sais pas si ça arrive dans une boîte comme ça. Il y a peut-être le truc je sais pas c'est quelle matière. On dirait du tissu plastifié, genre. Parce que moi, il est venu comme ça là-dedans, si je me souviens bien. Mais ouais, même avec ça, bon bah la boîte, voilà. À part le logo qui est un peu joli parce que ça brille. Wow. Rien de ouf. Et en termes de solidité, ça devrait le faire. En termes de tuning, faut faire gaffe avec ça. En termes de flipping, moyen. Pour moi, ça vaut pas 120 €, 130. Des fois, à ces prix-là, si Hélène me disait en plus, ça monte à 150. Donc, ouais, c'est pas une expérience que je recommanderais à beaucoup de gens. Si vous aimez expérimenter, vous pouvez essayer. Si vous voulez absolument le skin, l'apparence d'un tsunami, c'est le meilleur couteau que vous pourrez avoir. C'est ce qui ressemble le plus à un vrai tsunami. Maintenant, si vous cherchez de la performance en flipping, je suis désolé, mais est-ce que ça vaut vraiment le coût, je dirais, d'acheter du titane à la place d'aluminium? C'est à vous de choisir. Mais moi, je partirais sur un Orion encore, hein. Même un Lifeblade, que moi j'ai vendu parce que là, bah, j'attends justement le trainer. C'est le dernier couteau que j'attends, mais ouais. C'est pour moi, 120 €, c'est beaucoup pour ce couteau. Faut pas en attendre trop, mais si vos espérances ne sont pas trop élevées, vous pourrez vraiment le kiffer, je pense. Là, je suis sur le site de BBK, je peux pas vous le montrer, mais il y a la version satin, la version en poli, il y a la version noire, je sais pas comment ça s'appellerait. Et on peut avoir aussi des vis en titane. Ça, je savais pas avant, mais on peut avoir des vis en titane. En plus, c'est-à-dire si vous voulez acheter en plus, là c'est combien? Oula, oh putain, oh c'est 20 € le hardware en plus en titane. Voilà, donc un full hardware avec des vis en titane et des pillons en titane, c'est 20 €. Je sais même pas, je crois qu'il n'y a même pas de bushing, il ne faut pas de bushing là sur le site. Mais ouais, voilà ce que vous avez pour 120 € sur le Bali Plus Tsunami V4, en sachant que vous pouvez avoir les mêmes problèmes que j'ai moi sur le satin là qui a été un peu effacé. Et ouais, voilà. Attention au hardware qui peut se strip si on force trop. Donc faut faire un peu gaffe. En ce moment, et de manière générale, il y a tout le temps des soldes, au moins 5% chez Klisong. Et là, sur BBKS, jusqu'au 29 novembre, donc là on est le 26. Donc il faut un peu se dépêcher. Il y a 9%, ça c'est les soldes d'hiver, mais il y en aura encore d'autres. Il y aura les soldes du Black Market, peut-être d'autres trucs, je sais pas encore. Pour le nouvel an et tout, il y a tout le temps des soldes, donc n'hésitez pas. Si vous voulez acheter des clones, bah, vous pouvez avoir pas mal de choses. Et pour ce qui est maintenant de ce modèle-là, voilà, j'ai tout dit, hein. Je pense que je vais vous laisser là-dessus, pardon. Je commence à bégayer. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi et que vous aurez un peu plus de visu maintenant sur ce que c'est que le Bali Plus V4. Voilà. Allez, salut!